1944. À l'Est, les forces hitlériennes ont été repoussées jusqu'aux frontières du Troisième Reich. Mais l'Allemagne n'est pas au bout de ses peines. Depuis des mois, les Alliés planifient un gigantesque assaut dont le but est d'ouvrir un deuxième front en France. Des troupes s'exercent déjà. Depuis longtemps, Hitler se doute qu'il devra subir une opération d'envergure, mais il ignore quand et où elle se produira. Tout est bientôt prêt pour que s'engage l'une des plus formidables batailles de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement allié sur les plages de France. Le Premier ministre britannique Winston Churchill est persuadé que cette invasion est la seule tactique capable de faire chuter le Troisième Reich. Mais comment réunir les forces nécessaires et surtout, quand et où les faire débarquer? Pendant des mois, les forces alliées vont se préparer au cours d'opérations plus ou moins réussies. En août 1942, un contingent principalement formé de soldats canadiens et britanniques est impliqué dans une action beaucoup plus ambitieuse, le débarquement de Dieppe. Cet assaut a pour but de tester les défenses allemandes. Il doit également fournir une première expérience du feu aux troupes canadiennes. Mal préparée, l'opération se transforme en massacre. Très rapidement, les péniches de débarquement sont prises sous les tirs ennemis. Parvenus sur le rivage, les fantassins sont cloués sur place. Derrière eux, les blindés sont empêtrés dans les défenses anti-chars. Sur les 29 engins débarqués, la moitié seulement franchit la promenade. 1200 soldats alliés sont tués, 3000 sont blessés ou faits prisonniers. Le repli est un véritable carnage. L'opération était une folie. C'est à une forteresse que ces hommes se sont attaqués. Il va falloir attendre un bon moment avant d'envisager un nouveau débarquement en France. Churchill sait que la prochaine tentative devra être mieux préparée. De conférences internationales en réunion secrète, le Premier ministre britannique, le président américain Franklin Roosevelt et les plus hautes autorités militaires conviennent enfin d'une date. Le jour J, nom de code Overlord, devra avoir lieu durant l'été 1944. Évidemment, les Allemands se sont préparés à cette éventualité. Depuis l'hiver 1941, ils ont réquisitionné des milliers d'ouvriers pour construire ce que l'on va communément appeler le mur de l'Atlantique. Il est constitué de gigantesques fortifications dont la ligne court du Danemark jusqu'aux portes de l'Espagne. Les ingénieurs nazis y ont fait construire un vaste réseau de casemates, blockhaus et autres emplacements d'artillerie de tout calibre. Les plages sont minées et encombrées de fils de fer barbelés. Enfin, des obstacles en bois ou en béton sont disposés pour empêcher les péniches d'accoster. Hitler se vante. « Je suis le plus grand bâtisseur de fortifications de tous les temps ». Juste après l'attaque sur Dieppe, les travaux du mur de l'Atlantique ont redoublé d'intensité. Le Führer a également augmenté les effectifs en garnison dans cette zone. Le commandant des forces ouest, le Feldmaréchal Gerd von Rundstedt, disposera de 15 divisions supplémentaires. Mais la façade maritime de l'Europe s'étire sur 3500 km.
il n'aura jamais assez d'hommes pour la couvrir entièrement. Rundstedt doit prendre une décision difficile. Où doit-il placer ses forces pour mettre toutes les chances de son côté en cas d'invasion? La question divise jusqu'aux plus hautes instances du commandement allemand. Rundstedt propose de stationner une forte réserve de Panzer au nord-ouest de Paris. Une fois le lieu de débarquement connu, il pourra les expédier pour contrer l'invasion. Mais le célèbre Feldmaréchal Erwin Rommel, dont les avis sont particulièrement respectés, n'est pas d'accord. Ce dernier est en charge de la défense côtière s'étendant de la Hollande à la Loire. Et ce qui le préoccupe le plus, c'est la puissance aérienne des Alliés. Il en a déjà fait l'expérience lors des combats en Afrique du Nord, et ses souvenirs ne sont pas particulièrement réjouissants. Il redoute que toute tentative de contre-attaque ne soit écrasée avant même qu'elle n'atteigne le front. Il a également inspecté le mur de l'Atlantique et il sait que les Alliés interviendront par surprise, là où on les attend le moins. Il préconise donc de concentrer les forces de Panzer le plus près possible de la côte. Les Alliés doivent être rejetés à la mer dès le premier jour du débarquement. Pour lui, cette journée est vitale. Ce sera même le jour le plus long. Hitler coupe la poire en deux. Rundstedt va garder quelques forces en réserve, mais elles n'interviendront que sur l'ordre d'Hitler. Le reste des troupes est dispersé le long de la façade atlantique, selon le souhait du renard du désert. Ce compromis va s'avérer être la pire des solutions. Il n'y aura jamais assez de réserves, ni assez de blindés près des côtes. Mais à l'automne 1943, cela ne semble évident pour personne, excepté Rommel. De leur côté, les Alliés ont beaucoup de problèmes pour trouver l'endroit exact du débarquement. Le général Frédéric Morgan, en charge d'établir le plan d'invasion, propose deux options: le Pas-de-Calais et la Normandie. Le Pas-de-Calais recueille tous les suffrages. Il est plus facile d'accès et à partir des plages du Nord, le corps expéditionnaire pourra s'enfoncer plus vite au cœur de l'Europe. Mais c'est aussi la route la plus prévisible et Morgan est persuadé que les Allemands s'attendent à être attaqués de ce côté-là. Il décide donc de les prendre à contre-pied et choisit de débarquer ses troupes en Normandie. Le général Morgan vient de décider du sort de milliers d'hommes. C'est le début d'une opération sans précédent. Mais un problème reste en suspens. Si les Allemands engagent des renforts dans la bataille, la tête de pont alliée ne tiendra jamais. À l'automne 1943, les avions de reconnaissance alliés quadrillent les régions côtières du nord de la France. Ces repérages font partie d'une longue liste de préparatifs. Les résistants français dressent les plans des zones fortifiées. Les côtes normandes sont étudiées comme jamais un terrain ne l'a été dans l'histoire militaire du monde. Les observateurs arrivent vite à la conclusion que le débarquement ne pourra réussir que si de grandes quantités de matériel peuvent être déchargées. Mais le désastre de Dieppe a montré combien il était dangereux de tenter un assaut direct sur un port occupé par l'ennemi. Les stratèges britanniques vont mettre au point une alternative pour le moins géniale.
Des caissons géants seront assemblés au Royaume-Uni avant d'être remorqués au large des côtes françaises. Sur place, ils seront coulés en eau profonde pour former des ports artificiels. Les deux Mulberries seront alimentés en carburant par des oléoducs posés au fond de l'eau. Les canalisations parcourront plus de 150 km. La station de pompage, située sur l'île de Wight, est camouflée en fabrique de crème glacée. Le raid raté sur Dieppe a également révélé un second problème. Comment appuyer les premières vagues qui monteront à l'assaut des fortifications allemandes? Hobart va mettre au point une série d'engins pour le moins atypiques. Les hommes les appelleront les Hobart's Funnies, c'est-à-dire la ménagerie du général Hobart. Il y a là des chars lance-flammes ou amphibies. Des chars anti-mines munis de fléaux. Et le char bobine pour progresser sans risque sur les sables mouvants. Les ponts qui équipent certains chars Churchill doivent permettre aux véhicules de franchir n'importe quel escarpement. Certains blindés sont munis d'énormes fagots qu'ils disposent dans les fossés. D'autres sont conçus pour traverser des obstacles encore plus larges. Mais un problème reste en suspens. Si les Allemands engagent des renforts dans la bataille, la tête de pont alliée ne tiendra jamais. Ils n'ont qu'une solution. Jusqu'au dernier moment, les nazis doivent ignorer le lieu exact du débarquement. Les Alliés vont donc brouiller les cartes lors d'une vaste opération de désinformation sous le nom de code Fortitude, courage en anglais. La plupart des espions allemands en Grande-Bretagne ont été retournés et travaillent en fait pour les Alliés. Ils vont expédier à Berlin de fausses informations confirmant que l'invasion aura lieu dans le Pas-de-Calais. Ils font également croire qu'une attaque de diversion sera déclenchée simultanément sur les côtes normandes. Pour rendre crédible cette thèse, le commandement allié crée une unité fantôme, le premier groupe armé américain, le FUSAG. Il est cantonné dans le Kent, juste en face des côtes du nord de la France. Son chef n'est autre que le général américain George Patton. Pendant la campagne d'Italie, il a été déchargé de toute fonction après avoir giflé et injurié 2 soldats traumatisés par les combats. Les Allemands considèrent qu'il est de loin le meilleur général allié. À leurs yeux, il a le profil idéal pour diriger des opérations d'invasion en Europe de l'Ouest. Les Alliés vont plus loin. Ils simulent les transmissions radio de divisions en manœuvre. Les avions de reconnaissance de la Luftwaffe rapportent à Berlin des photos de champs couverts de blindés, gonflables. Par souci du détail, les traces des chenilles ont été soigneusement reconstituées. Les terrains d'aviation du Kent accueillent des escadrilles d'avions en bois. Des péniches factices mouillent dans les ports. Certains soldats portent de faux écussons spécialement créés pour l'occasion. Les Allemands sont mystifiés. À la fin de l'année 1943, après avoir dirigé les débarquements en Sicile et en Italie, le général américain Dwight Eisenhower est nommé chef suprême des forces expéditionnaires alliées pour l'opération Overlord. Le général britannique Bernard Montgomery sera le commandant opérationnel des forces d'invasion terrestre. La date du jour J est fixée au 5 juin 1944. Deux mois avant le débarquement,
Eisenhower lance une offensive aérienne pour bloquer les communications ennemies sur les côtes de France. Une fois de plus, cette opération est organisée afin de laisser croire aux Allemands que la cible finale est la région du Pas-de-Calais. À quelques semaines du jour J, les effectifs stationnés en Angleterre sont impressionnants. 2 millions d'hommes, soutenus par plus de 3000 blindés et 12 000 avions. Les Allemands savent pertinemment que l'offensive est imminente. Mais l'opération Fortitude les a trompés. Ils ont les yeux rivés sur le Kent et sont persuadés que le débarquement principal aura lieu dans le Pas-de-Calais. Tout semble jouer en faveur des Alliés. Les troupes ont été parfaitement informées, mais les conditions climatiques changent subitement. Il pleut, la visibilité est faible et une tempête se lève dans la Manche. Malgré les intempéries, le 4 juin 1944, les troupes d'assaut embarquent. Une armada de 5000 vaisseaux met le cap sur les côtes de France. Malheureusement, les conditions météorologiques se dégradent. La flotte est contrainte de rebrousser chemin. L'attaque est reportée. C'est le début d'une longue attente pour les 173 000 hommes des premiers assauts. À l'aube du jour suivant, l'état-major se réunit. Les commandants des forces navales sont prêts à appareiller dans l'heure. Mais les chefs des forces aériennes ont des doutes. Le mauvais temps diminue considérablement la visibilité des pilotes. Le soutien aérien n'est donc pas garanti. Après un long silence, Eisenhower se décide. On y va. Overlord, la plus grande tentative de débarquement jamais mise sur pied, est lancée. Le jour J peut commencer. À 1h15 du matin, ce 6 juin 1944, une escadrille d'appareils tractant des planeurs survole le sol français. À leur bord, des commandos parachutistes dont la mission est vitale pour la réussite de l'invasion, s'emparer de tous les ponts sur le canal de Caen et sur l'Orne. Lorsque les planeurs se décrochent de leurs remorqueurs, l'opération est lancée. Aucun homme ne peut faire marche arrière. 75 km plus à l'ouest, les para-américains sautent au-dessus de Sainte-Mère-Église. Le village est rempli d'Allemands. Les combats sont féroces. Au bout de 3 heures d'affrontement, la ville est aux mains des Alliés. La bataille a commencé. Les dés sont jetés. Il est midi lorsqu'on lui communique la nouvelle de l'invasion, mais il ne la prend pas au sérieux. Il reste convaincu que cette attaque n'est qu'un leurre, une feinte pour cacher le débarquement principal dans le Pas-de-Calais. Au même moment, sur le front de mer, les sentinelles allemandes en poste dans leurs casemates sont éberluées. Une armada se dessine dans les brumes de l'aube. La flotte alliée semble surgir de nulle part. Les brouilleurs de radar ont fait merveille. Jusqu'au bout, les nazis ont cru que les navires se dirigeaient vers le Pas-de-Calais. Pendant des semaines, le Führer restera persuadé que l'attaque sur la Normandie n'est qu'une diversion.
Pourtant, le 6 juin, c'est bien vers les plages normandes que les péniches de débarquement se dirigent. C'est bien ce tronçon du mur de l'Atlantique que l'aviation alliée écrase sous les bombes. Au large, les barges sont remplies d'hommes rendus malades par la houle et la peur. Dans quelques minutes, les premières vagues de fantassins vont fouler le sable de France. Heureux ceux qui y arriveront, car tous les canons allemands n'ont pas été réduits au silence. Certaines péniches sont touchées, d'autres sont bloquées par des obstacles sous-marins. À 6h30, les premières vagues s'élancent enfin. Sur la partie ouest du front, les hommes de la 4e division d'infanterie débarquent sur leur objectif. Nom de code, Utah Beach. 2 heures après, ils établissent la jonction avec les parachutistes victorieux de Sainte-Mère-Église. À quelques kilomètres de là, sur Omaha Beach, c'est l'enfer. Les fortifications sont épouvantablement hautes. Rester ou sortir de la plage semble impossible. Depuis qu'ils ont jailli des barges, les soldats de la 1re division d'infanterie sont fauchés par les mitrailleuses allemandes. Les chars amphibies qui devaient les soutenir ont été lâchés trop au large. La plupart ont coulé à pic. Les troupes sont piégées. La marée remonte. 2000 morts et blessés gisent sur la plage. Sur la pointe du Hawk, 225 Rangers américains grimpent à l'assaut des batteries allemandes. 90 reviendront vivants de cet exploit insensé. Sur Bloody Omaha, Omaha la sanglante, le colonel George Taylor lance à ses hommes « 2 sortes de gars vont rester sur cette plage, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Foutons vite le camp de cet enfer. » Des centaines de soldats se ruent sur les points d'appui allemands. Plus à l'est, au centre du dispositif, la 50e division d'infanterie britannique débarque sur Gold Beach. Là aussi, les combats sont particulièrement meurtriers. Mais la ménagerie du général Hobart peut entrer en action. Avec l'appui des blindés, les soldats s'enfoncent bientôt dans les terres. À Juno Beach, les Canadiens de la 3e division d'infanterie se heurtent à une forte résistance. Ici aussi, ils devront leur réussite au soutien des chars amphibies ou lance-flammes du général Hobart. C'est à Sword Beach que le débarquement se déroule le mieux. La 3e division d'infanterie britannique n'y rencontre qu'une faible opposition. Quelques heures plus tard, ces hommes font la jonction avec les troupes aéroportées qui se sont emparées des passerelles sur le canal de Caen. En début d'après-midi, plusieurs têtes de pont sont solidement établies. La rapidité d'exécution de l'opération a pris les Allemands par surprise. Ils n'ont jamais cru que les Alliés prendraient le risque d'attaquer dans les intempéries. Rommel lui-même, commandant en chef de cette portion du mur de l'Atlantique, a profité du mauvais temps pour rejoindre sa famille en Allemagne. Le 6 juin,
c'est l'anniversaire de son épouse. Son subordonné direct, le général Friedrich Dollmann, est à 150 km de là. Il participe à une simulation, un jeu de guerre entre officiers d'état-major. Le seul à être resté dans son quartier général, le Feldmaréchal Gerd von Rundstedt, commandant en chef de toute la région, est face à un dilemme. Il ne peut pas donner l'ordre de mouvement à ses panzers sans l'autorisation d'Hitler. Or, le Führer dort, et ses aides de camp ne veulent pas prendre le risque de le réveiller. Il est midi lorsqu'on lui communique la nouvelle de l'invasion, mais il ne la prend pas au sérieux. Il reste convaincu que cette attaque n'est qu'un leurre, une feinte pour cacher le débarquement principal dans le Pas-de-Calais. Finalement, en fin d'après-midi, il donne l'ordre à ses réserves de se mettre en marche. Mais les panzers sont trop loin pour intervenir dans la première phase de la bataille. Malgré la résistance acharnée des Allemands, les têtes de pont sur Utah, Gold, Juno et Sword Beach sont parfaitement en place. À Omaha Beach, la situation est plus incertaine. Le carnage de la matinée a laissé des traces. Les fantassins américains n'ont progressé que d'1,5 km à l'intérieur des terres. Mais lorsque la nuit tombe, ce 6 juin 1944, 156 000 hommes ont débarqué en Normandie. L'opération Overlord est un succès, mais encore bien fragile. Ce premier jour a permis d'établir un vaste point d'appui à partir duquel les renforts vont pouvoir s'élancer. Une autre phase de la guerre débute. Les Alliés vont maintenant devoir pénétrer à l'intérieur du bocage normand pour s'emparer des grandes agglomérations. Le 7 juin 1944 est déjà un autre jour. Des milliers d'hommes quittent la côte pour tenter de consolider les positions alliées. Le bocage normand va se révéler être le pire des champs de bataille. Chaque haie, chaque fossé est propice aux embuscades. Les mitrailleuses et les canons anti-chars allemands se camouflent dans les chemins creux, sous les frondaisons. Les Alliés perdent beaucoup d'hommes. Heureusement, leur aviation a la maîtrise du ciel. Lorsque les renforts de Rundstedt parviennent enfin sur le front, ils ont été tellement bombardés qu'aucune véritable contre-attaque n'est possible. Les colonnes de Panzer ont elles aussi été harcelées par la résistance française. Embuscades et destructions de ponts se sont succédées. La division de Panzer SS Das Reich va mettre 2 semaines pour parcourir un trajet habituellement réalisable en 3 jours. Les soldats nazis se vengent alors sur les populations civiles. Ils massacrent 642 habitants du petit village d'Oradour-sur-Glane, devenu le symbole de cette répression aveugle. En Normandie, après 4 jours de combat, toutes les têtes de pont font la jonction. Mais les troupes n'ont pénétré que d'une vingtaine de kilomètres à l'intérieur du territoire français. 6 jours après le débarquement, le général Montgomery lance un assaut sur Caen. La 7e division blindée britannique, les Rats du désert, attaque ce point stratégique situé sur un nœud routier. Mais 5 chars Tigre bloquent les unités de pointe dans le village de Villers-Bocage. En fait, les blindés alliés ne sont pas à la hauteur. Le char Sherman est surclassé. La portée de son canon est trop faible. Ses obus ne font qu'égratigner le blindage de leurs adversaires. Pire encore, ces réservoirs de carburant ont tendance à s'embraser dès qu'ils sont touchés par un projectile. Lors de l'offensive sur Caen, 10 blindés britanniques sont mis hors de combat en moins de 5 minutes.
l'attaque est suspendue. Montgomery laisse alors l'aviation et l'artillerie écraser les positions ennemies. Mais c'est loin d'être suffisant et les rats du désert battent en retraite. Caen reste allemande. Hitler peut tenter de se montrer sous son meilleur jour lorsqu'il rend visite aux blessés. En réalité, il ne fait plus confiance à personne. Plus à l'ouest, le corps expéditionnaire américain se dirige vers le port de Cherbourg. Il faut près de 10 jours d'affrontement pour approcher des faubourgs de la ville. Et pour couronner le tout, les éléments se déchaînent soudain. Pendant une semaine, un temps calme avait permis de débarquer renforts et ravitaillements sur les 2 ports artificiels. Mais une tempête se lève sur la Manche. Le Mulberry d'Omaha Beach est détruit par les lames. Celui du secteur britannique est sérieusement endommagé. Il sera hors service pendant plusieurs jours. L'arrivée des renforts est sérieusement ralentie. Les infrastructures portuaires de Cherbourg revêtent soudain une importance vitale pour la réussite de l'invasion. Mais la garnison allemande de la ville ne compte pas se rendre sans lutter. On se bat pour chaque maison, chaque rue, chaque carrefour. La sécurisation du périmètre va prendre plus d'une semaine. Lors de la prise de la ville, le port n'est plus qu'un tas de ruines. Les Allemands l'ont détruit avant de capituler. Il faudra 1 mois de travaux avant qu'ils n'accueillent les premiers cargos. Montgomery décide donc de lancer un 2e assaut sur Caen. L'ennemi a reçu des renforts. Le 2e corps de Panzer SS est enfin parvenu dans la ville. Après 4 jours de combat, l'offensive est à nouveau stoppée. Mais dès que les nuages se déchirent, 500 bombardiers alliés entrent dans la danse. Caen est dévasté. Les troupes britanniques atteignent enfin les faubourgs nord de la ville. Mais la victoire est loin d'être acquise. Car les Allemands se cachent dans les ruines. Après 48 heures de carnage, l'attaque est encore une fois ajournée. 3 semaines plus tard, Montgomery tente sa chance une 4e fois. Il faut absolument s'emparer de cette forteresse pour poursuivre l'offensive vers le sud. Après 2 jours de combats acharnés, Caen est enfin libéré. La route semble ouverte pour les blindés de Montgomery. Mais les Allemands sont en embuscade. Les Britanniques se heurtent rapidement aux Panzers. Plus à l'ouest, les troupes américaines semblent progresser plus facilement. Les Allemands ont concentré leurs forces pour défendre Caen, et à part quelques îlots de résistance, la route vers le sud paraît ouverte. Le rouleau compresseur américain se met en marche. Le 25 juillet 1944, à 9h30 du matin, 1800 bombardiers larguent un énorme tapis de bombes sur les 6 km de front au sud de Cherbourg. C'est le début de l'opération Cobra, une tentative de percée qui se veut décisive. Les Allemands sont assommés par la brutalité de l'assaut, mais les Américains le sont encore plus.
Pour préparer l'offensive terrestre, le bombardement devait labourer les lignes allemandes. En fait, une partie des bombes est tombée sur les troupes américaines. C'est le massacre inutile et cruel. Près de 1000 GIs sont blessés ou tués. Et lorsque les survivants montent à l'assaut, ils découvrent avec stupeur que les Allemands sont toujours là, plus dangereux que jamais. Le bombardement a été un échec. La résistance nazie est désespérée. Les combats sont si meurtriers que l'état-major américain semble devoir stopper l'offensive. Et pourtant, les défenses allemandes s'écroulent. Le lendemain, les blindés américains réalisent une percée. La route est enfin libre. La Wehrmacht est à terre. Les Alliés poussent leur offensive vers le cœur du territoire français. Les villes stratégiques tombent les unes après les autres. Coutances, puis Avranches. L'offensive alliée est d'autant plus efficace qu'elle profite de la désorganisation complète de l'état-major allemand. Début juillet, 3 semaines après le débarquement, Hitler a démis le Feldmaréchal Gerd von Rundstedt de ses fonctions. Pour le Führer, Rundstedt est un défaitiste convaincu que le combat de l'Allemagne est perdu d'avance. Il est remplacé par le Feldmaréchal Günther von Kluge, en provenance directe du front de l'Est. Un officier supérieur certes aguerri, mais qui n'a aucune expérience du front occidental. Pour couronner le tout, au cœur de l'été, la voiture de Rommel est prise pour cible par un avion de chasse britannique. Le Feldmaréchal est grièvement blessé. Enfin, un attentat contre Hitler survient au moment même où le commandement nazi est en pleine confusion. Le 20 juillet 1944, un héros de guerre désabusé, le colonel Klaus Schenk von Stauffenberg, dissimule un engin explosif dans la salle de réunion du quartier général d'Hitler en Prusse orientale. Quatre officiers sont tués. Hitler ne doit la vie sauve qu'au poids et à la solidité de sa table de conférence en chêne. Les comploteurs sont châtiés avec la plus grande brutalité. Stauffenberg est immédiatement exécuté. Pour la forme, ses complices sont jugés. Ils seront tous pendus. Hitler peut tenter de se montrer sous son meilleur jour lorsqu'il rend visite aux blessés. En réalité, il ne fait plus confiance à personne. Malgré l'accumulation d'erreurs stratégiques, il assume désormais le commandement tactique sur tous les champs de bataille. Et il va devoir affronter un spécialiste de l'offensive. Le général George Patton est de retour aux affaires et cette fois, il commande une force qui n'est pas fictive. Ses troupes se déploient, prennent Rennes, Mayenne et s'approchent du Mans. Elle serre de près les forces nazies qui reculent partout. Prises en tenaille entre les Américains au sud et les Britanniques au nord, les troupes allemandes seront bientôt encerclées. Fidèle à sa tactique, Hitler refuse la retraite. Mais plus lucide que lui sur la situation, ses soldats préfèrent tenter de se replier. Les avions et l'artillerie alliés vont les matraquer sans relâche.
Chez les fuyards, les pertes sont énormes. Le 20 août 1944, les forces alliées font la jonction. La poche de Falaise, du nom d'un village proche, vient de se refermer. Un grand nombre d'Allemands y restent piégés. Près de 10 000 hommes sont morts dans la nasse. 50 000 vont être faits prisonniers. C'est la fin de la bataille de Normandie. En Provence, non loin de Cannes, un autre débarquement a eu lieu à la mi-août. Les forces alliées, dont la première armée du général Delattre de Tassigny, doivent remonter vers le nord. Cette opération a longtemps été décriée par Winston Churchill, qui lui aurait préféré une offensive massive sur le front italien. Mais les Américains, et surtout les Français, considèrent qu'il est absolument nécessaire d'ouvrir un deuxième front en France. C'est une population en liesse qui accueille les libérateurs. Très vite, le corps expéditionnaire s'engouffre dans la vallée du Rhône. Mais dès que les nuages se déchirent, 500 bombardiers alliés entrent dans la danse. Dix jours plus tard, à Dijon, les forces de Patton arrivant de l'ouest font la jonction avec les troupes remontant de Provence. Les Allemands stationnés dans la région sont en fuite. Début septembre, après 3 semaines d'une offensive éclair, les Alliés, appuyés par la résistance française, ont chassé leurs ennemis du Grand Ouest. Paris s'est soulevé. La capitale ne connaîtra pas le triste sort de Varsovie. Elle sera libérée le 26 août. Désormais, rien ne semble pouvoir empêcher les forces alliées de se ruer sur les frontières du Troisième Reich.